Ça y est, nous revoilà. Dans la première partie de ce récit, Chelsea s'est élevé, à marche forcée. Grâce aux investissements d'Abramovich et à la révolution Mourinho, le club londonien a brisé les plafonds de verre, terrassé les traditions et surtout imposé sa loi à l'élite anglaise. En quelques saisons, Chelsea a changé de dimension. Plus qu'un club, il est devenu un véritable projet. Plus qu'un outsider, il est devenu l'un des maîtres du royaume. Mais dans cet essor fulgurant, quelque chose s'est fissuré. Car après Mourinho, plus rien ne sera jamais vraiment stable. La couronne de champion acquise, le club cherche autre chose. L'Europe, l'esthétique et surtout la domination totale. Et dans cette quête sans fin, Chelsea va se réinventer, encore et encore. Parfois avec brio, souvent dans la douleur. À chaque coach son style, à chaque saison son drame, à chaque trophée sa crise sous-jacente. Bienvenue dans la décennie la plus mouvementée de l'histoire moderne d'un club de football. Celle où l'ambition devient précipitation, où le pouvoir se mêle aux égos et où l'on gagne beaucoup, mais à quel prix? Chelsea va vivre une suite de cycles aussi courts que brutaux. Des managers renommés vont défiler, des talents vont s'épuiser, des choix vont être imposés puis reniés. Et au cœur du chaos, quelque chose résiste. L'idée que Chelsea doit gagner, toujours, peu importe comment. Et c'est là que le récit devient fascinant. Parce que si Chelsea est l'un des clubs les plus chaotiques de l'histoire moderne, il est aussi l'un des plus résilients. Alors cette partie, c'est celle des années d'or et de cendres. Celle où le chaos devient la norme. Celle où, paradoxalement, Chelsea touche les sommets en flirtant chaque jour avec le précipice. Alors attachez vos ceintures. Voici la deuxième étape de notre plongée dans le plus imprévisible des clubs, le Chelsea Football Club. À Chelsea, gagner ne suffit plus. Après le départ de Mourinho, une obsession grandit, silencieuse, puis totale. Soulever la Champions League, pas un jour, pas quand ce sera prêt, à tout prix. Et comme souvent dans le football moderne, à tout prix veut dire au prix de la stabilité. Le premier acte de cette nouvelle ère est presque un symbole. Chelsea confie le banc à Avram Grant, un homme déjà présent dans l'organigramme, perçu comme fiable, compatible et contrôlable. Le club avance dans la saison, malgré les doutes, jusqu'à une finale européenne historique. Finale de Ligue des Champions 2008. Chelsea y est enfin, pour la première fois. Et dans un scénario au suspense cruel, le rêve s'éteint au tir au but. La douleur est immense, et pourtant, 3 jours seulement après la finale, Grant est remercié. C'est alors que commence une valse sans précédent. D'abord, Luis Felipe Scolari, champion du monde avec le Brésil, prestigieux, image mondialement connue et une belle promesse. Mais l'aventure tourne court. Puis l'on recrute Gus Hiddink en intérimaire de luxe, avec un scénario presque absurde, car il est en poste ailleurs et donc alterne entre les trêves internationales et Stamford Bridge. Et pourtant, il fait le job. Il stabilise l'équipe, redonne un souffle et recolle les morceaux. Mais ce club ne veut pas seulement respirer, il veut conquérir l'Europe. Alors Chelsea fait ce qu'il sait faire, il cherche à nouveau un leader. Un technicien dont l'histoire personnelle est déjà liée à la coupe aux grandes oreilles. Quelqu'un qui saurait la gagner. Et Carlo Ancelotti arrive avec cette promesse implicite. Si quelqu'un peut guider Chelsea vers la C1, c'est bien moi. Saison 2009-2010, Chelsea marche fort, très fort. En championnat, c'est une machine. Record de buts, titre récupéré au nez et à la barbe du rival mancunien. Drogba est en mode rouleau compresseur. Mais la Champions League reste inaccessible. Et l'ironie est cruelle. Sur la route européenne, Chelsea se heurte à un visage familier, le Special One. Tel un fantôme venu hanter les travées de Stamford Bridge, Mourinho ne se prive pas de savourer l'instant, donnant lieu à des images devenues mythiques. Ancelotti aura le droit à une deuxième saison, mais celle-ci sera moins faste. Le titre s'échappe. Et après une nouvelle désillusion européenne, le coach italien est remercié à son tour. 4 coachs en 4 saisons. Le rythme est déjà effréné, mais accrochez-vous, car l'histoire n'est pas encore devenue surréaliste. Les Blues comprennent alors qu'ils doivent se résoudre à amener de la stabilité. En parallèle, le club est néanmoins nostalgique d'une époque glorieuse. Et pourtant pas si lointaine. Alors on essaye, on change, on corrige, on recommence, mais rien ne prend la direction d'une épopée de celle des années Mourinho. Alors en 2011, le club croit trouver le compromis parfait. Un entraîneur jeune, portugais, et surtout un homme qui vient de frapper l'Europe avec Porto et qui connaît déjà la maison. Andrés Villas-Boas ressemble à une idée moderne de la continuité et le mariage semble écrit d'avance. Sauf qu'il y a un détail que Chelsea oublie souvent quand il se projette. Le vestiaire, lui, vit dans le présent. Et le présent à Stamford Bridge s'appelle Terry Lampard.
ou encore Drogba. Une génération dorée, certes vieillissante, mais toujours influente. Très influente. Et Andrés Villas-Boas, voilà, prendre à ses dépens. AVB, comme on le surnomme, arrive avec une ambition totale. Remodeler le club, accélérer la transition et préparer la nouvelle génération. Courtois, De Bruyne, Lukaku sont dans l'antichambre et représentent les symboles d'un futur qui attend son tour avec impatience. Sauf que la transition n'est pas une opération comptable, c'est une guerre de statut. Et AVB, au lieu de négocier avec l'histoire, la provoque. L'épisode devenu célèbre des places d'avion en tournée va lancer les hostilités. En effet, lors de la tournée de pré-saison, Villas-Boas avait décidé que les joueurs de l'équipe première devraient voyager en classe économique, tandis que les jeunes de l'académie seraient placés en première. Une décision symbolique, mais qui va être perçue comme une humiliation par les cadres. Le message pourtant envoyé était clair, personne n'est au-dessus du manager. Mais de l'autre, la réponse du vestiaire l'est tout autant. Personne n'efface 10 ans de hiérarchie en une nuit. Ce n'est pas un détail, c'est le début d'une fracture. Cette nuit-là, AVB va céder, mais ce n'est que le début d'une fracture. Pour se conforter, AVB va réduire progressivement le rôle de certains leaders. Les tensions montent. Le club se crispe au rythme des différentes tensions qui se succèdent. Et quand les résultats commencent à chuter, la direction prendra progressivement ses distances. Et seulement 6 mois après son arrivée, le coach du futur est limogé. En championnat, Chelsea est loin du sommet et l'impression est nette. Le futur a été amené, peut-être un poil trop vite, un poil trop tôt et surtout au pire endroit possible. Et la saison repart. Et à ce moment exact où Chelsea vacille, la saison lui offre un dernier chapitre, une dernière chance. Avec le Naples de Cavani et un retard à rattraper en face, Chelsea s'apprête à vivre l'un de ces moments qui font votre histoire. Car ce retour à Stamford Bridge ressemble à un verdict. L'intérimaire, Roberto Di Matteo, prend une décision simple, mais parfaitement adaptée au contexte. Il rend les clés du vestiaire au cadre. Il assume le pragmatisme et fait de l'expérience une arme. Soudain, l'équipe respire. Les résultats reviennent et le miracle napolitain commence à s'entrevoir. Chelsea avancera lentement mais sûrement dans cette compétition, jusqu'à valider son billet pour la finale, comme en 2008. Et nous y voilà. Ce soir-là, Chelsea n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus cohérent, mais il va résister face à l'ogre munichois. Drogba, symbole d'une ère qu'en annonce est finie, inscrit le but qui maintient le rêve. Et au bout d'une nuit irréelle, Chelsea devient champion d'Europe. Et là, l'idée dangereuse n'est dans l'inconscient du club. On peut gagner comme ça. On peut gagner au milieu du chaos. On peut gagner en changeant tout le temps, et en forçant les clés du destin, en renversant la table du fameux processus. Ce 19 mai 2012 en sera la preuve. Et une preuve à Chelsea devient souvent la méthode. Les habitudes ont la vie dure à Chelsea. Seulement quelques mois après le sacre, Di Matteo est renvoyé pour résultat insuffisant. Comme si l'histoire venait de rappeler la règle. À Chelsea, même le sommet ne garantit rien. Même pas un peu de temps. Rafael Benitez arrive pour prendre la suite. L'accueil est glacial et le mariage est fragile. Et très vite, son bail se transforme en intérim. We just didn't get on. The first meeting, he's addressing the players and at Liverpool, we do this and we done this. And I'm sitting there in the meeting going, Liverpool won fuck all. We'd been dominating Premier Leagues, FA Cups, Champions League later stages. The last thing I want to hear about is Liverpool. Like Kobe said, we have big rivalry as well. So I was like, Gaffer, we don't speak about Liverpool. And by the way, we're the ones dominating the last 5-6 years. And from that moment, we just didn't get on at all. Mais dans cette atmosphère inconfortable, les Blues iront quand même chercher une nouvelle ligne à leur palmarès. Une Europa League est la première de leur histoire. À la fin de son bail, c'est un fantôme qui refait son apparition. Un fantôme qui hante le club depuis déjà trop longtemps. Mourinho, acte 2. Le 3 juin 2013, José Mourinho revient sur le banc. Le club retrouve son monument, son manager par excellence et un leader. Il offre au club un titre de champion lors de sa deuxième saison. Mais l'histoire se répète. Le torchon brûle, le climat se détériore avec sa direction. Et en décembre 2015, Mourinho est remercié. À ce rythme-là, l'instabilité n'est pas un problème. Ça devient une identité. Alors Chelsea vit dans une contradiction permanente. Il veut une dynastie mais fonctionne par cycle. Il veut une institution mais ne stabilise aucun manager. Et ce club, qui refuse la patience, s'apprête à choisir un profil parfait pour lui.
Un manager méthodique, tacticien, obsédé par le contrôle. Un homme capable de remettre de l'ordre dans une maison qui adore le désordre. En somme, un général. Antonio Conte débarque sur les cendres du deuxième passage de Mourinho. Chelsea sort d'une saison terrible, sans qualification européenne, avec un vestiaire en proie au doute. Hazard, Matic, une équipe qui semble s'être vidée. Le tacticien arrive avec une mission simple mais brutale. Reconstruire une identité et remettre Chelsea sur le trône d'Angleterre. Le choix excite tout le monde. Conte est l'homme du moment. Un technicien réputé implacable, intensité maximale et une méthode totale. Exactement le genre d'entraîneur que Chelsea adore, mais redoute également. Conte va très vite imposer sa patte. Une discipline stricte. La nutrition est contrôlée, les routines d'avant-match sont presque militaires, les séances vidéo minutieuses et longues. Quant aux sessions d'entraînement, elles sont intenses. Conte was just, bro, it's just hard work, bro. Yeah. You get me? Like, he doesn't, if you're dying on the pitch, die again. Die again, bro. You know what I'm saying? You know them ones there? Yeah. Die. Il ne négocie rien. Il installe un régime drastique pour favoriser la performance avant tout. Il commence la saison avec une formation calquée sur la saison dernière, un 4-2-3-1, et se rend très vite compte qu'il ne colle pas à ses joueurs. Le début de saison est poussif, et il faudra attendre ce choc face au rival Arsenal pour qu'un basculement tactique s'opère. Conte abandonne l'idée initiale, 4-2-3-1, et revient à son ADN tactique. En se basant sur les piliers de son vestiaire, il va construire une structure solide, une défense à 3 avec un plan clair, 2 pistons sur les côtés, 2 milieux récupérateurs, 2 génies créatifs et un buteur, un neuf, un vrai. Offensivement, Chelsea redevient une équipe qui punit. Et petit à petit, chaque joueur va trouver son rôle. Kanté en aspirateur de ballon, Matic en couverture tactique et Hazard en génie virtuose du chaos. Ainsi, Chelsea se transforme en machine qui écrase tout sur son passage. La série qui suivra sera historique. 13 victoires consécutives. Puis un titre de champion d'Angleterre, plus tard ponctué d'un record de saison, 30 victoires. Ce titre est d'ailleurs marquant à bien des égards, car il clôt une transition. On assiste à la dernière saison de Terry et ce départ incarne le passage de témoin. Le club, le vestiaire, accepte enfin de tourner une page de son histoire. Et pendant quelques mois, Chelsea ressemble à ce qu'il a toujours voulu être. Une équipe forte, identifiable, qui sait ce qu'elle fait et disciplinée, dirigée par un véritable chef d'orchestre. Sauf que dans cette histoire, le ciel s'assombrit toujours quand on croit avoir trouvé la formule avec Chelsea. Conte gagne, mais continue d'exiger d'autant plus de ses joueurs. Et ces exigences ne concernent pas seulement les joueurs, elles concernent le management de Chelsea. À l'été 2017, Conte a décidé qu'il voulait un nouvel attaquant. Exit Diego Costa, qui reçoit un message durant ses vacances qui lui annonce qu'il ne sera plus l'attaquant de l'équipe la saison prochaine. Et Conte s'est mis en tête que le nouvel attaquant de son équipe serait Romelu Lukaku. Costa est blessé et emporte le soutien d'une partie du vestiaire dans sa quête. La direction, elle, est prise entre les deux. Elle arbitre, elle hésite, négocie, temporise. Finalement, ce ne sera pas seulement Diego Costa, mais également Matic qui quittera Stamford Bridge cet été-là. Et très vite, le très précieux David Luiz se blessera gravement au genou. En parallèle, les recrues finiront par arriver, mais lorsque vous remplacez Diego Costa par Morata et non pas Lukaku, et Matic par Drinkwater, passe de commentaire, c'est difficile d'y voir une amélioration. La saison 2017-2018 sera irrégulière. Le club termine hors du top 4, et malgré une FA Cup remportée, le cycle est déjà condamné. Conte aura passé la saison à se mettre sa direction à dos, à lutter contre les revendications de son vestiaire. Et après une saison éprouvante, et ce malgré un titre national, il est remercié à l'été 2018. Durant cette décennie, Chelsea s'est construit à la vitesse de la lumière. Les Blues ont voulu ériger en 10 ans ce que d'autres clubs mettent un siècle à bâtir. Une culture, une aura, une légende. Et quand on fait le bilan, un constat s'impose. La qualité des techniciens n'a presque jamais été le problème. Ce n'était pas une décennie de mauvais entraîneurs, c'était une décennie de profils forts, mais de cycles trop courts. Le paradoxe de Chelsea, c'est que pendant que les coachs sautaient et que les joueurs défilaient au gré des urgences, le palmarès, lui, continuait de grandir. Et forcément, une question revient comme un refrain. Mais à quel prix? Parce que Chelsea n'a pas seulement cherché la Ligue des Champions. Il a laissé cette quête déformer son rapport au temps. Chaque saison, sans titre en C1 devenait une faute. Chaque élimination, une crise. Et chaque crise, une raison de recommencer avec un nouveau manager. C'est pour ça que le projet AVB est l'un des tournants les plus instructifs de cette histoire. Pas parce qu'il est absurde, au contraire, il porte une idée moderne, préparer la transition, faire émerger des jeunes, installer une méthode. Sauf qu'à Chelsea, on a voulu le futur, sans payer le prix de la transition. Et dans un club verrouillé par des habitudes, par une hiérarchie de vestiaire, par une exigence de l'immédiateté, le futur ne se décrète pas, il se construit. Puis arrive la nuit de Munich. Et tout s'aligne. Chelsea devient champion d'Europe au milieu du chaos. Et là, quelque chose s'amplifie dans l'ADN du club. Si on peut gagner comme ça, alors pourquoi changer?
Pourquoi chercher la stabilité si l'instabilité semble produire des succès? Et si Chelsea avait fini par s'accommoder de son chaos jusqu'à en faire une méthode? Mais c'est l'exact opposé qui est démontré par les échecs qui ont suivi, notamment celui du retour du Special One. Alors on stoppe tout et on décide de s'adresser au dernier homme projet de cette ère, Antonio Conte. Conte, c'est l'ordre, la discipline, une identité tactique, puis un titre. Pendant un instant, Chelsea ressemble à un club prêt à tenir une ère. Et pourtant, le mariage explose. Son licenciement peut se comprendre. Il crée tensions, conflits, guerre froide avec la direction et avec certains joueurs. Mais son licenciement soulève une question plus dérangeante. Chelsea a-t-il renvoyé Conte parce qu'il échouait ou parce qu'il prenait trop de place? Car à Chelsea, tant que le manager gagne, il décide de tout. Mais dès que son aura se dissipe, on lui rappelle qu'il n'est pas là pour gouverner, juste pour performer. Et c'est là que notre histoire bascule vers la partie 3. Parce que la critique est facile. Mais dans sa quête de domination, Chelsea a simplement voulu copier ce qu'elle voyait chez ses autres concurrents. Installer un manager qui va incarner le club. Mais ironie de l'histoire, au moment même où l'hégémonie du manager italien s'érode, la Première Ligue connaît également une mutation profonde. La fin des managers Almighty. Almighty pour tout-puissant, entraîneurs bâtisseurs, directeurs sportifs, sont des incarnations totales de leur club. Et cette ère est désormais terminée. Alors à la suite de l'échec Conte, le club va essayer d'embrasser cette mutation. Il commence à sortir de l'ombre des hommes, et surtout des femmes, derrière les grandes stratégies du club londonien. Mais fidèle à lui-même, Chelsea ne va pas se calmer. Au contraire, il va continuer à se réinventer autrement. C'est alors que sortent de terre des projets aussi fascinants que novateurs. Tandis qu'en interne, les luttes de pouvoir perpétueront la tradition. Car Chelsea va tenter de rationaliser sa folie, sans jamais perdre son identité chaotique. Parce que si la partie 2 racontait comment Chelsea a fait du chaos une méthode, la partie 3 racontera comment Chelsea s'est accommodé de celui-ci pour en faire un système. Alors si tu as aimé, laisse un like ou un commentaire, ou les deux. Et en commentaire, explique-moi pour toi si le chaos de Chelsea est un défaut ou représente, comme je viens de le démontrer, son identité. Prenez soin de vous et à très vite pour la partie 3.